Au pied de ce qui reste du pays des hommes dignes et libres, c'est arbre géant défie la nuit et effraie les vautours. Rapace du pays maussi, je ne dirai jamais ton nom. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. C'est définir, c'est bien la chose la plus difficile. D'abord parce que l'on n'est jamais assuré de s'être cerné tel que l'on est. Je crois qu'il y a trois façons d'être. Telles que les autres vous perçoivent, telles que l'on se perçoit, et la vérité qui entre ces deux visions des mêmes individus. Ce dont je suis sûr, mais concernant, c'est que je suis un paquet de projets, de convictions, de foi en un avenir qui parfois requiert plus que de l'audace, du nihilisme. Pour le reste, l'histoire me jugera et me définira. Thomas Sankara. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'année le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il y avait un capitaine dans notre foyer. C'est-à-dire le troisième enfant. Après ça, les autres continuaient à appeler capitaine, capitaine, mon capitaine. En 1960, quand on préparait la dépendance, il a vu dans un papier et journal qu'on a marqué le drapeau de Votéique à ce moment-là. Il a regroupé ses frères et ses amis. Il y avait des petits Européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça après monter le drapeau Votéique. Alors il y a un petit Européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter celui de Votéique. Là, il y a eu le bagarre. Nous avons fait l'école primaire ensemble dans la ville de Gawa. Et des jeux d'enfants ensemble, et même nous avons servi la messe ensemble. Lorsque nous organisions nos jeux, très rapidement, il s'imposait comme le chef de groupe, très respecté, il avait d'excellentes idées. Nous nous sommes rencontrés à Ouagadougou en 1977. Je venais de terminer mes études à Dakar. Je vais aller poursuivre en France. Yawa baba han go tilo to same tina mariye la me lay tu ma so lay la tu mariye la me la ya mara ta da wa mariyo de la mari e ka se singa ye la ta da tu ya mariya Quand il était à l'extérieur, il m'a écrit une lettre tout en disant il y a une demoiselle qui veut venir vous saluer. Un soirée, j'ai une demoiselle qui vient ici me saluer. Alors, déjà, j'ai la lettre dans ma poche. Je me demande comment vous appelez. Je m'appelle Sylvain Mariam. Je dis, ah bon, ça va, c'est vous. Sa femme actuelle. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent et puis très sensible. Nous sommes à la 79. Il était lieutenant, capot. Il avait le sens du devoir bien fait. Il travaillait beaucoup. C'était quelqu'un qui était contre tout ce qui était injustice. Il avait un esprit très militant qui dénonçait toutes les injustices, notamment déjà au sein de l'armée. Il discutait beaucoup, par exemple, avec des syndicalistes, des étudiants qui étaient militants et tous les mouvements de lutte l'intéressaient. C'était quelqu'un qui était intègre. Et je suis devenu fonctionnaire, je suis parmi, dans ma population de mon pays, je suis parmi les 0,035% de ceux qui ont eu la chance d'être des fonctionnaires et d'avoir un salaire régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des gens comme moi soient régulièrement payés et que le reste de la population, des millions et des millions de personnes, soient dans la misère continue?
non, cela n'est pas normal, que nous luttons contre cela, à commencer d'abord par les principaux dirigeants, le président, ses ministres et tous les autres responsables. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. En conséquence, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. En octobre 1979, je continue d'entretenir ma relation avec Thomas Sankara, qui était à l'époque le commandant du CNEC, le Centre National d'Entraînement Commando, à Pau, lors de ces visites, des séances de travail où nous essayons d'échanger des points de vue quant à l'avenir de la haute volta. Et les coups d'État se succèdent. Yameogo, Lamizana, Seyezerbo. La politique s'éprend de sortir Thomas Sankara de son armée. Thomas Sankara a été invité, car ça a été un ordre, à prendre place dans le gouvernement du CNRPN. Il a refusé et a demandé qu'on lui confie une fonction militaire, fonction pour laquelle il était préparé. On lui a fait comprendre que c'était un ordre. Après de longues discussions, il a fini par céder. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture. En avril 1982, Thomas Sankara démissionne en prononçant cette phrase « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Ce qui était un avertissement pour le pouvoir. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Et je te dirai mes errances avec un crayon donné, une feuille de papier prêtée. Je te dirai le peu de ma grande question. Que la mémoire soit notre anneau de fer. N'oublie rien au chemin. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la haute volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser ce afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Peuple de Haute-Volta. Aujourd'hui encore, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement, mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Touré-Drango. Peuple d'Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Notre révolution signifie également donner à boire au peuple. Et nous avons réalisé des forages de puits partout à travers le territoire. Nous avons également réalisé des barrages. Ces barrages ne sont pas très grands. Vous n'allez pas penser que nous avons réalisé des barrages gigantesques dans le genre du barrage d'Assouan en Égypte. C'est trop grand pour nous. Mais c'est de tout petits barrages que les populations ont réussi à construire elles-mêmes, souvent en chargeant sur la tête les blocs de pierre, parce que nous n'avons pas de brouette, nous n'avons pas de camion pour le faire. Et nous avons dû creuser à la main parce que nous n'avons pas de bulldozer, nous n'avons pas les machines, les caterpillars. Le sacrifice. Et ce sacrifice commence d'abord par les dirigeants eux-mêmes. Dans notre pays, il est interdit aux ministres de voyager par avion dans les classes premières
doivent voyager en classe économique. Nous avons supprimé les voitures de luxe et nous avons pris de toutes petites voitures pour nos ministres, lesquelles voitures sont économiques et permettent au peuple de récupérer les sommes ainsi économisées pour faire des dispensaires pour aider d'autres populations. L'analphabétisme. Nous sommes en train de construire de plus en plus d'écoles. Pour vous donner un ordre d'idée, de 1960 à 1983, c'est-à-dire depuis la date où la France, qui nous avait colonisés, a permis à notre pays d'accéder à l'indépendance jusqu'au début de la Révolution, nous avons pu mettre à l'école environ 12% des enfants. For children, written on the material of the dress is the calendar of vaccinations for young children, including polio, DPT, I'm not sure the other one. Nous avons construit beaucoup de dispensaires. Nous avons vacciné les enfants contre les principales maladies, 4 principales maladies des enfants. Et cette vaccination a été un si grand succès que même les pays qui sont autour de nous ont fait vacciner leurs propres enfants. Les pays qui sont voisins du Burkina Faso. Et cela, c'est appelé opération commando. Le terme est militaire, mais il signifie que nous avons voulu, en un temps très rapide, avec des moyens très limités, faire de grandes choses. Opération commando. Et cette vaccination commando a été un très grand succès. Nous avons vacciné des millions et des millions d'enfants à très peu de frais. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Thomas Sankara est arrivé dans un paysage politique qui stagnait. On avait l'impression que les chefs d'État africains et tous les acteurs politiques africains avaient pris leur marque et tout était figé. Et c'est sur ces entrefaites qu'est arrivé Thomas Sankara, qui tout de suite a montré que pour l'Afrique, il y avait peut-être une troisième voie. Il est arrivé en homme jeune, déterminé. On dirait aujourd'hui qu'il avait soigné son look, une certaine impertinence dans le ton, alors que les autres chefs d'État qui étaient très soucieux du maintien finalement de l'établissement des bons rapports entre la France et leurs propres États, bénissaient toute impertinence. Sankara est arrivé à une époque où l'Afrique était confrontée à toutes sortes de cataclysmes économiques, cataclysmes naturels. Et ce qui a été formidable avec lui, c'est qu'il a montré que la misère, c'est pas une normalité africaine, que l'Afrique n'était pas condamnée à la misère. Et ça, il a montré en posant des actes simples et concrets, en s'attaquant à la déforestation du Burkina, à l'avancée de la sécheresse, en s'attaquant aux problèmes alimentaires. Il a été capable de fournir 2 repas par jour à tout Burkinabé en l'espace de 4 ans. Et ça, c'était formidable pour toute l'Afrique. Ça prenait à contre-courant toute cette ambiance d'afro-pessimisme. Ce qui était fascinant et émouvant dans l'expérience de Thomas Sankara et du Burkina Faso, c'était cette volonté de s'arracher au colonialisme, de mettre en pratique un programme de développement autonome, de faire appel à la participation effective des habitants du pays, de réhabiliter aussi la fierté nationale, la fierté d'appartenance à une culture. Je dirais qu'il était exactement tout ce qui manquait à l'Afrique. Ce courage, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire et que les gens s'étaient accommodés à leur sort,
Il représentait aussi une jeunesse tout à fait pleine d'espoir par rapport aux vieux dinosaures qui hantent toujours le paysage politique africain. Et troisièmement, il apportait la dimension morale qui nous manquait, c'est-à-dire que l'image qu'on avait des dirigeants africains était celle de personnes corrompues et dont il n'y avait rien à tirer. Puis il est arrivé, il a montré à tous qu'on pouvait être fier, digne, se mettre au service d'une nation sans se remplir les poches. Le territoire libre d'Afrique, dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. La Haute-Volta. Le Burkina est un État démocratique. Ce nom Haute-Volta, Haute-Volta en anglais, a été légué par la colonisation. Mais afin de retrouver notre identité culturelle, nous l'avons rebaptisé Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes libres et dignes. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Ouagadougou, le 2 août 1984, capitaine Thomas Sankara. How are you? Fine. How you doing? See you. I'm from Barbados. From Barbados. Bye-bye. Yeah. And, Okay. Welcome. How are you? Ça va? From Gambia. Thomas Sankara était un homme très travailleur. C'est un homme révolutionnaire. Et nous comptons toujours sur lui. Et la terre soit légère pour lui aussi. Quand j'ai rencontré Thomas Sankara, je n'avais pas l'impression d'être une femme. J'avais toujours en face de moi quelqu'un qui me prenait sur le même pied d'égalité. Il discutait et il essayait surtout de me convaincre. Pour ceux qui n'étaient pas sûrs de leurs arguments, c'était difficile de discuter avec lui. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas. Mais moi, je te nomme immortalité du baobab. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais. Nous avons honte quand nous entendons parler d'Africains qui achètent des châteaux en Europe ou qui déposent des gros comptes dans les banques en Suisse et ailleurs. C'est une honte. Pendant ce temps, beaucoup d'Africains sont là misérables. Donc, nous ne pouvons pas permettre cela. C'est pourquoi notre révolution, c'est aussi la lutte contre la corruption. Et cette lutte contre la corruption, nous sommes impitoyables là-dessus. Nous faisons des procès publics qui dénoncent les voleurs, qui dénoncent tous ceux qui ont détourné de l'argent, les biens publics. Et nous les sanctionnons très sévèrement. Bien entendu, ces gens qui nous sanctionnent ne manquent pas d'occasion de s'opposer à notre régime et de le présenter à l'extérieur comme étant un régime fasciste, un régime dictatorial. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Des soudards égorgent la liberté. Pour d'ébène en bandoulière, la Kalachnikov fratricide portée en galon des capitaines, la gloriole de leur crime appelle le crachat 15 fois.
le 15e jour Est-ce que de vous êtes tous les d'accord si nous 10e maintenions mois. dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chassons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la vie, coûte que coûte. Là-bas, les baobabs des Dagmé troublaient le sommeil des assassins. Traître, je ne dirais point ton nom, triomphe de ténèbres. Horizon qui s'habille de lumière à 6 heures, écarlate sanguinaire à l'autre 6 heures. N'es-tu pas la seule destination du chercheur de réponse? Traître, je ne dirais point ton nom. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons que les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel, faisant en sorte que par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples
pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles, équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout.
Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement,
vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons.